Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dans les titres de ce mardi 18 mai, les ultimes préparatifs, bien sûr, nous irons à Marseille où les restaurateurs ont des fourmis dans les jambes. C'est le cas partout dans notre région. Des professionnels qui sont impatients de retrouver leur clientèle en terrasse, on vous le rappelle. Le grand jour pour les commerces également. Ils vont rouvrir pour la plupart d'entre eux. Nous serons avec Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE dans les Bouches-du-Rhône, elle-même commerçante dans le centre-ville de la cité phocéenne. Et puis reportage à Nice, les autotests arrivent dans les lycées donc de l'Académie de Nice qui comprend le Var et les Alpes-Maritimes avec petite dizaine de jours de retard par rapport à l'Académie d'Aix-Marseille, mais ces tests sont livrés et nous verrons que les lycéens les utilisent. Voilà pour le programme de la première partie de ce Grand Direct. Vous le savez, à 18h30, on se retrouvera pour une partie un peu plus légère avec un café ambulant, le finaliste du grand concours des apprentis sommeliers et puis une application pour draguer au volant créée dans les Alpes-Maritimes. On vous dira tout après 18h30, évidemment, avec nos invités également pour évoquer le déconfinement de la culture. Mais pour débuter ce Grand Direct, les ultimes préparatifs. Demain, c'est le grand jour. Mercredi 19 mai, une date que vous avez probablement cochée. Peut-être même avez-vous réservé votre table sur l'une des terrasses de notre région. À Marseille, en tout cas, les restaurateurs ont des fourmis dans les jambes. Ils sont impatients de retrouver leur clientèle. Reportage de Lucas Licata-Caruso. Donc ici, on est sur la terrasse restaurant. On est en train de la positionner. On va poser uniquement une table sur deux. Ça y est. Dans moins de 24 heures, cette responsable d'un bar-restaurant marseillais retrouvera ses clients après plus de 6 mois de fermeture. Sourire dissimulé sous le masque, elle est impatiente. Là, c'est explosion de joie, c'est la renaissance. Nous, ça fait 8 mois qu'on fait des travaux nous-mêmes. On avait hâte de retrouver notre vrai métier, nos clients surtout. On est complet, archi complet, j'en ai sur tous les services, sur toute la journée. Le téléphone n'arrête pas de sonner, c'est génial. Depuis plusieurs jours, les restaurateurs sont dans les starting blocks. Tout doit être fin prêt pour réussir la réouverture. Ça fait déjà une dizaine de jours qu'on est là tous les jours, qu'on prépare, qu'on nettoie, qu'on met en place par rapport aux restrictions. Donc les 1 mètre entre les tables, les gels désinfectants, les panneaux. Chez cet autre restaurateur, la cadence est infernale. Entre livraison et préparatifs de dernière minute, il ne sait plus où donner de la tête. J'ai fini hier soir, c'était minuit. Ce matin, j'étais là à 5h30. Les fournisseurs sont là, ils essaient de suivre au quotidien. On en est au point, on a même les commerciaux qui ont pris les voitures pour livrer. Enfin voilà, mais tout le monde se plie en 4 pour essayer de faire au mieux. Le compte à rebours est lancé, plus que quelques heures avant de retrouver comme un air de liberté. Alors on va reparler de ces réouvertures tout au long de ce Grand Direct. Sachez que demain, cette émission sera entièrement consacrée à ces multiples réouvertures des directs depuis les terrasses. Nous irons également dans les stades où le public sera de retour. Les restaurants, nos journalistes vont tester les restaurants en terrasse, le retour de la vie, les cinémas, les musées également. Beau programme donc qui vous attend demain dans cette spéciale consacrée à la réouverture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais d'abord, l'actualité de ce mardi et cette grève au niveau national répercutée dans notre région, grève des postiers. Reportage dans les Bouches-du-Rhône où un peu moins de 20% de la profession était en grève. Un rassemblement devant la Poste Colbert de Marseille. Manon Mujica. La distribution du courrier perturbée ce mardi. En cause le mouvement national des postiers. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de grévistes avoisine les 16%. Parmi les revendications, la titularisation des précaires, CDD et intérim. Leur nombre a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire selon les syndicats. Et ce, pour pallier l'accroissement structurel des livraisons de colis. Le facteur colis sortait en moyenne avec 120-130 colis. Aujourd'hui, on a des tournées qui sortent à 250 colis. La Poste nous répond, oui, mais on met des renforts. Mais ce n'est pas la solution de mettre des renforts. Embaucher. Sur une tournée à 250 colis, faites-en 2. Mais arrêtons de faire des renforts. Renfort, c'est quoi? On va à l'agence intérim, on prend un petit jeune qui a besoin de travailler, on le fait travailler pendant la période 1 ou 2 mois sur cet emploi précaire,
et après on lui dit au revoir et merci. Plus de moyens humains et une revalorisation des salaires, c'est l'autre cheval de bataille. Les syndicats demandent le versement d'un bonus Covid de 1 000 €. Ils dénoncent aussi l'absence de prime d'intéressement cette année. Un facteur qui a 30 ans de boîte, il touche 1 400 € net de salaire. C'est juste indécent de se dire d'un certain côté, on est des maillons essentiels. Il faut qu'on soit présent au quotidien auprès des usagers et que d'un autre côté, la Poste qui fait énormément de bénéfices ne redistribue pas un tant soit peu les gains de ces bénéfices à ceux qui ont assuré les missions de service public. L'an dernier, la Poste affichait un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros contre 822 millions en 2019 et ce, en grande partie grâce à la branche assurance qui sauve les comptes du groupe. Au chapitre social, toujours l'acte 3 de la mobilisation dans le secteur de la santé, après les infirmiers anesthésistes, les infirmiers réanimateurs, c'était au tour des techniciens de laboratoire et préparateurs en pharmacie dans les hôpitaux publics et privés de se mobiliser. Là aussi, une mobilisation nationale et régionale. À Nice, le rendez-vous était donné devant l'hôpital de Cimiez, c'était ce matin. Eux aussi réclament leur intégration au Ségur de la santé. Les explications au micro de Claudia Olivier. On est venu revendiquer l'intégration dans le Ségur de la santé. Parce que je pense que, comme mes collègues, nous avons tous été vraiment choqués de voir que quasiment toutes les professions paramédicales sont intégrées dans ce Ségur. Donc il y a sous-entend une revalorisation des salaires, une réingénierie de la profession, etc. Et que nous étions complètement ignorés. Mais si on n'est pas là, il n'y a pas d'analyse de laboratoire. Il n'y a pas de PCR Covid, il n'y a rien. Donc l'hôpital est en arrêt de fonctionnement sans les techniciens de laboratoire. Donc franchement, cette ignorance de notre profession, ce mépris, j'allais dire, ça m'a vraiment choquée. Je pense que tous mes collègues sont dans le même cas de figure que moi, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est oublié complètement? Et puis cette information également révélée dans la journée par nos confrères d'RTL après les tweets antisémites dont a été victime Miss Provence lors de la dernière élection de Miss France. 9 personnes ont été interpellées. April Benayoun qui avait été la cible de tombereaux d'injures et donc de propos antisémites. Donc 4 hommes et 4 femmes et un mineur également interpellés. Des hommes et des femmes âgés de 20 à 58 ans qui seront très prochainement jugés donc pour avoir tenu ces propos antisémites à l'encontre de Miss Provence, April Benayoun. Demain, on rouvre donc les terrasses, les lieux culturels, les plages et un œil quand même sur la situation sanitaire qui s'améliore vraiment dans notre région. Si dans les Alpes-Maritimes, les chiffres sont au vert, Thomas Bernabé s'est intéressé ce soir au Var et aux Bouches-du-Rhône où les chiffres sont encore un peu élevés, mais pas vraiment de panique. Le point donc sur la situation sanitaire dans le Var et les Bouches-du-Rhône avec ce reportage. Veille de déconfinement pour la région PACA, alors que les terrasses, commerces et lieux culturels s'apprêtent à accueillir leur public, quelle est la situation au sein des hôpitaux de la région? À l'hôpital Sainte-Muse de Toulon, qui est longtemps resté au-dessus des 100% de taux d'occupation des lits de réanimation, la tendance est à la baisse. On sent quand même une tendance à l'amélioration, avec une diminution de la tension au niveau des lits d'hospitalisation Covid, avec toujours quand même la persistance de patients hospitalisés, notamment en réanimation, où peut-être que le plateau est encore version haute. Au niveau des hospitalisations, on est plutôt sur la version basse, avec toujours des admissions, mais quand même une nette régression des patients Covid en admission d'urgence. Si les chiffres semblent sur la bonne voie au sein de l'hôpital Sainte-Muse de Toulon, qu'en est-il chez les voisins des Bouches-du-Rhône? Les chiffres sont là aussi à la baisse, mais le discours est plus mesuré. Il y a des chiffres qui sont très simples. Normalement, par exemple, sur la région PACA, il y a environ 500 places de réanimation habituellement. On est monté jusqu'à plus de 800 malades, voire pas loin de 800 malades en réanimation sur la région PACA, sur un cadastre de base qui est environ de 500. Et aujourd'hui, on est encore sur des chiffres comme 600 ou 700 malades en réanimation sur la région PACA. Donc on est toujours au-dessus du cadastre. Vous voyez qu'il y a une nette diminution, mais que ça reste quand même des niveaux de tension dans les services de réanimation qui sont élevés. Après, le pourcentage d'occupation, il faut le regarder par rapport au cadastre initial, pas par rapport aux différentes étapes qu'on a pu mettre en place, où on a pu gonfler artificiellement le nombre de lits disponibles. Donc aujourd'hui, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône,
ou dans la région PACA dans son ensemble, on est encore légèrement au-dessus du cadastre normal des places de réanimation. Vous l'aurez donc compris, même si les chiffres sont à la baisse, ils demeurent au-dessus des capacités initiales des hôpitaux. Prudence, respect des gestes barrières et vaccination restent les maîtres mots pour un retour à la vie normale. Et le retour à la vie normale passera par une campagne de vaccination efficace. Sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, on vise les 50% de la population éligible qui va bientôt recevoir donc sa première injection, le taux de 50%. Pour cela, les marathons vaccinaux se poursuivent, notamment dans les quartiers dits populaires. Grande opération menée aujourd'hui à l'ouest de Nice, dans le quartier des Moulins. C'est le Palais Nicaïa, salle de concert, qui s'est transformé en centre de vaccination. Claudia Olivier. Andrea a 21 ans, il participe à cette grande journée de vaccination organisée au Palais Nicaïa. Enfin, il a pu recevoir sa première injection. C'est une bonne chose, je trouve, puisque je me suis dit plus vite c'est fait, plus vite on en est débarrassé, plus vite on est tranquille. Donc j'ai trouvé hier un créneau disponible, je l'ai pris. Avec ou sans rendez-vous, les habitants de plus de 18 ans des quartiers Saint-Augustin et des Moulins ont eu la possibilité de se faire vacciner. Pour une tranquillité, pour le travail surtout, parce que je voyage pas mal dans le travail et je pense que ça va être une obligation d'être vacciné si on veut sortir du territoire, aller à l'étranger. C'est important pour protéger ses proches avant tout, parents âgés, famille, et j'ai un métier en contact avec du public, donc c'est important aussi d'être certain de rien transmettre. Dans les quartiers dits populaires, l'accès à la vaccination est plus difficile qu'ailleurs. La ville de Nice a donc choisi d'organiser plusieurs journées marathons dédiées à leurs habitants. Améliorer encore plus sur ce quartier et sur ce territoire la vaccination pour tous ceux qui sont éloignés des dispositifs numériques, outils numériques, etc. Faciliter l'inscription de toutes ces personnes et les protéger et faire en sorte que ce déconfinement des 19 et début juin prochain soit véritablement bien accompagné et une réussite pour tous. À la fin de la journée, 1000 injections ont été réalisées. Jeudi, ce sera au tour du quartier de Las Planas à Nice-Nord d'accueillir une grande journée de vaccination. À ce jour, la couverture vaccinale des personnes éligibles sur l'ensemble de la métropole dépasse les 45%. Voilà, 45%, objectif 50% dans les jours qui viennent. Une campagne de vaccination qui va de pair avec une campagne de dépistage qui se poursuit. On en parle un petit peu moins ces derniers temps. On était il y a une dizaine de jours dans les lycées de l'Académie d'Aix-Marseille qui ont reçu leurs autotests pour les lycéens de plus de 15 ans. Eh bien, c'est au tour de l'Académie de Nice d'être livré des dizaines de milliers de tests, donc dans les lycées du Var et des Alpes-Maritimes. Une première opération de dépistage était menée ce matin au lycée Masséna, dans la capitale azuréenne. Et c'est Alexis Ricard qui a suivi tout cela pour nous. Ce mardi, c'est le premier jour de distribution d'autotests pour ces élèves du lycée Masséna à Nice. Devant eux, le kit complet. Là, vous avez, c'est bon, un écouvillon. Mais avant de se lancer, l'infirmière explique le protocole à suivre. Non, il faut des gens qui sont capables et en capacité de comprendre ce qu'ils font, bien entendu, et de ne pas se blesser. Avec les lycéens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous avons des élèves très autonomes. Une fois le matériel déballé, les élèves assurent eux-mêmes le prélèvement nasal. L'écouvillon est ensuite immergé dans un réactif, puis déposé sur cette cassette. C'est parti pour 15 minutes d'attente. C'est assez facile, ça se déroule en 5 minutes, en de petites étapes assez simples. Il ne faut pas prendre beaucoup de précautions, c'est assez simple et je trouve ça bien justement pour le faire soi-même. Très simple d'utilisation, beaucoup moins douloureux qu'un test en pharmacie et très pratique. Les résultats sont prêts, une barre, tous sont négatifs. Dans ce lycée, cette salle sera dédiée aux autotests 2 jours par semaine. Ces kits de dépistage sont fournis à tous les lycées de l'académie. Oui, les choses sont en train de se mettre en place dans tous nos lycées. On a livré quelques 71 000 tests pour les lycéens dans notre académie et plus de 210 000 pour les personnels également du second degré. Sur la base du volontariat, n'importe quel élève peut effectuer le test. Le personnel du lycée, quant à lui, n'est pas oublié.
Ils sont fournis par l'Académie et la région. Tous les personnels ont été couverts, que ce soit les personnels éducation nationale, que ce soit les personnels région. Les collectivités territoriales se sont engagées au même niveau que les autorités académiques pour faire en sorte que tous les personnels soient protégés et soient en situation de se tester. Ces autotests seront disponibles dans les lycées de l'Académie de Nice jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il est l'heure d'accueillir la première invitée de ce grand direct. Elle nous attend depuis notre studio marseillais juste après ça. Bonsoir Marie Bagnoli, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes vice-présidente de l'UPE dans les Bouches-du-Rhône, en charge du commerce. Vous êtes vous-même commerçante dans le centre-ville de Marseille. On est donc à la veille d'une date importante pour la profession, pour tous les commerçants indépendants. Dans quel état d'esprit êtes-vous et dans quel état d'esprit sont vos collègues ? Bonsoir, merci de m'accueillir. Les commerçants sont dans le même état d'esprit que ce qu'on vient de voir dans le reportage pour les restaurateurs. C'est vrai que tout le monde est très enthousiaste et tout le monde se prépare à la réouverture de demain. On espère une folle journée de consommation. Oui, et effectivement, ça tombe plutôt bien au niveau de la période parce que l'été arrive. Ça tombe bien, mais ça fait un moment quand même que vous êtes fermé. Est-ce que tous les commerces peuvent rouvrir? Il y avait un doute sur la liste des commerces qui allaient être autorisés à rouvrir. Alors, les commerces peuvent tous réouvrir avec des jauges. Les commerces de moins de 400 mètres carrés ont droit à une personne pour 8 mètres carrés et les commerces de plus de 400 mètres carrés, une personne pour 10 mètres carrés. C'est une bonne nouvelle. Il y a des commerces, les grands magasins par exemple, sont fermés depuis fin janvier. Donc, ils attendent beaucoup de cette réouverture. Les petits commerces également, même si tout le monde pendant cette période a été très très agile pour faire fonctionner la communication avec les clients et pas perdre la dynamique. Est-ce que vous avez des inquiétudes quand même pour la journée de demain parce qu'il risque d'y avoir du monde? Est-ce que vous êtes prêt à faire respecter le protocole? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de monde justement? Depuis le départ, les commerçants respectent le protocole. Au tout premier déconfinement, si je puis dire, les commerçants n'ont pas oublié les gestes barrières. Du gel a été très rapidement fourni, ainsi que des masques. Tout le monde fait très très attention à ses clients. En fait, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que les commerçants ont bien à l'esprit que s'ils ne sont pas rigoureux avec la sécurité de leurs clients, il n'y aura plus de clients dans les magasins. Tout le monde est quand même très inquiet pour sa santé. Et donc ça, c'est très bien. Donc tout le protocole sera respecté. On a pu le voir entre les confinements, tant par les entrées des magasins que par les sorties, que par les jauges à l'intérieur des boutiques. Tout le monde a joué le jeu et cette fois-ci encore, les commerçants seront au rendez-vous pour faire respecter les règles de sécurité et les gestes barrières. Est-ce que tout le monde a pu s'approvisionner, refaire les stocks, être prêt aussi au niveau des produits à proposer aux clients ? Alors tout le monde a pu s'approvisionner. L'approvisionnement dans les boutiques s'est fait. Les boutiques ont continué de faire livrer du stock pendant le confinement pour se préparer aux réouvertures. On espère que demain, ce ne sera pas un jour trop compliqué, même si ça le sera parce que les commerçants sont enthousiastes à l'idée de cette réouverture, mais les citoyens également. Donc on va forcément voir beaucoup de queues devant les commerces qui seront créées par la jauge également. Mais tout le monde a pu s'organiser. Nous sommes fermés depuis suffisamment de temps. Ça a laissé du temps aux commerçants pour se réinventer, pour être très agiles en fin de compte. Ils le sont d'habitude, mais là plus que la normale. On va parler, après un reportage que je vais vous montrer dans quelques instants, évidemment des conséquences financières de cette crise, des aides aussi que vous souhaitez voir perdurer encore un moment pour soutenir les commerçants. Un dernier mot sur le protocole. Est-ce qu'à l'UPE, vous avez fait passer des consignes? Est-ce qu'il y a une forme d'action collective aussi pour se fournir en gel, en masque, pour que personne ne soit oublié? Alors, c'est vrai qu'on s'en est occupé au premier déconfinement.
depuis, c'est triste de dire ça, mais ça fait 1 an que tout le monde vit avec ce Covid, donc tout le monde a ses fournisseurs, a ses organisations. C'est vrai qu'à l'UPE 13, on a été présent pour les aides, hein. On a beaucoup milité pour les aides, pour décaler les remboursements du PGE, pour être à l'écoute. On a des lignes téléphoniques pour les adhérents, pour les commerçants, pour les PME, les TPE, pour qu'ils soient renseignés pour tout, que rien ne soit oublié. Mais c'est vrai que pour ce 3e déconfinement, eh bien finalement, les commerçants ont tous leur organisation en interne et connaissent tous le mode de fonctionnement du déconfinement. On a vu l'ambiance chez les restaurateurs. Vous comptez aussi beaucoup sur eux pour mettre un peu d'ambiance aussi et créer de la convivialité. C'est le maître mot pour demain, que ce soit une fête finalement ? Oui, ce sera une fête, hein. Tout le monde est vraiment dans cet état d'esprit. On le rappelle, au déconfinement de début décembre, eh bien, on l'a lourdement souligné dans les journaux. Les restaurateurs manquent particulièrement au commerce, hein, dans des centres-villes, puisqu'ils amènent finalement le bien vivre ensemble dans un centre-ville pour faire des pauses déjeuner, pour se rafraîchir. Donc c'est vrai que ce déconfinement sera un vrai déconfinement pour les commerçants. Alors vous restez avec grâce aux restaurateurs. Vous restez avec nous, Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13, commerçante au centre-ville de Marseille. On va évoquer la question financière juste après ce reportage que je voulais vous montrer. Reportage tourné à Nice, à l'hôtel Aston, où était organisée aujourd'hui une grande répétition générale sur le toit de l'hôtel, la réouverture donc de la terrasse. Et vous allez le voir, tous les salariés ont joué le jeu et eux aussi ont envie de reprendre du service. C'est un sujet de Sébastien Serrano. Bienvenue pour la réouverture de ce toit de terrasse saison 2021. Je vous remercie à tous d'être présents et je suis heureux que nous retrouvions nos clients à partir de demain soir. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un soft opening, c'est-à-dire une simulation d'ouverture ou autrement dit une ouverture partielle. Retrouver ses équipes avant de retrouver ses clients. Ce matin, le directeur général de l'hôtel Aston La Scala de Nice avait convié son personnel à une répétition générale. Un service comme pour de vrai, pour anticiper au mieux la réouverture du rooftop prévue demain soir. Tout a été fait pour ne pas manquer ce retour à la vie quasi normale. On vérifie que tout fonctionne, on vérifie que les équipes soient là, au rendez-vous, et elles le sont. On marque la distanciation, vous les avez vus avec les ours. On espère que tout se passera bien demain, mais on est fin prêt. Après quelques mois de fermeture, ce qui n'a pas été évident, on est très heureux de retrouver la clientèle et le niveau de fréquentation de la Côte d'Azur qui nous a bien manqué pendant plusieurs mois. Nombre de couverts limité, distanciation sociale et gestes barrières devront bien sûr être respectés, mais les clients pourront profiter d'une soirée agréable en musique et autour d'un menu préparé pour l'occasion. C'est d'ailleurs en cuisine que nous retrouvons le chef de l'établissement, un chef qui se réjouit de retrouver lui aussi ses clients et ses équipes après une attente interminable. Ça fait presque 6 mois qu'on attend ça, hein, presque 6 mois, et c'est vrai que ça a été très long, et, voilà. Et je suis très content de réouvrir de nouveau, avec une équipe nouvelle, une nouvelle équipe, donc je suis très, très heureux. Pour le personnel autant que pour les clients, cette réouverture annoncée est une chance. Entre impatience et excitation, tous se félicitent de pouvoir se remettre au travail. Même la simple répétition du jour a fait du bien. C'est bien parce que ça fait, pour certaines personnes, ça fait plus de 6 mois, donc on n'a pas travaillé, surtout au toit terrasse, ça va faire 1 an. Donc voilà, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on fait cette petite répétition pour se mettre au point et vraiment qu'on accueille vraiment les clients avec satisfaction. Il ne faut pas oublier que psychologiquement, c'était quand même dur pour les équipes. Donc je me félicite de les réaccueillir dans notre établissement et ils vont prendre du plaisir, j'en suis sûr, surtout avec un lieu comme celui-ci qui est quand même assez magique. La magie pourra donc de nouveau opérer dès demain à partir de 18h et jusqu'à 21h, nouvel horaire du couvre-feu. Répétition générale donc dans cet hôtel de Nice. Je vous rappelle que Marie Bagnoli est notre invitée, vice-présidente de l'UPE dans les Bouches-du-Rhône, également commerçante. Ce genre d'initiative, alors vous n'avez peut-être pas fait de répétition générale vous dans les commerces, mais ça dénote quand même l'impatience et finalement l'envie de retourner au travail.
Oui, alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de répétition générale dans les commerces, bien que les commerçants ont parlé à leurs équipes. C'est vrai qu'il fallait, pendant ce confinement, garder une dynamique, c'était important. Mais dans les centres-villes du territoire, on a vu des commerces refaire leurs vitrines, préparer leur packaging. C'est vrai que tout le monde attend le client avec beaucoup d'enthousiasme, et la préparation est là, on plie, on range, on trie, et c'est vrai qu'on est prêt à recevoir, finalement à être prêt que pour le client et la consommation à partir de demain. Alors côté chiffres qui pourraient fâcher, est-ce que vous êtes inquiète malgré tout pour la suite, Marie Bagnoli? Les restaurateurs des Alpes-Maritimes le sont. On évoque pour le mois de novembre-décembre un possible chiffre de 30 à 40% de fermeture parce que les aides vont se poursuivre, mais les restaurants qui sont placés sous le contrôle du tribunal de commerce seront fixés à cette période-là. Quel état des lieux faites-vous auprès des commerçants autour de vous dans le centre-ville de Marseille? Est-ce qu'il y a de la casse? Alors, il n'y a pas encore de casse. On sent à peine des prémices de casse possibles. Malheureusement, il y a des commerces qui n'allaient pas bien avant le Covid, et le Covid a mis tout le monde sur pause, que ce soit les commerces qui aillent bien et les commerces qui ne vont pas bien. Il y aura forcément de la casse, puisque on vous rappelle qu'il y a eu sur les entreprises du territoire 40% de moins de dépôts de bilan en 2020. Donc ils ne sont pas anodins, ils vont être rattrapés très certainement en 2021 ou en 2022. Ce qu'on peut retenir, c'est que les commerçants qui ont créé une dynamique et ont réussi aussi, il y aura de la casse, mais il y a aussi des commerçants qui ont fait de cette crise une opportunité pour se lancer dans le digital, pour participer au click and collect. Voilà, tous les développements dans les commerces ont été salués, mais malheureusement, il y aura très certainement, comme c'est le cas chaque année, de la casse dans les commerces. Oui. Aujourd'hui, un petit commerce qui a 2-3 salariés, est-ce qu'il reçoit des aides? À quelle hauteur à peu près? Est-ce que vous souhaitez que ces aides perdurent au moins encore 1 à 2 années? Alors, il faudra faciliter pour les commerçants les remboursements du PGE, ça c'est indéniable. Il va y avoir des structures mises en place pour le tourisme par exemple, mais il faudra être à l'écoute des commerçants et gérer les dossiers au cas par cas. Les commerçants, pendant ce dernier confinement, ont été indemnisés sur leur chiffre d'affaires de l'année 2019. Et ça, c'est important de le souligner, parce que des commerçants qui ont travaillé correctement en 2019, finalement, ont reçu des aides. Alors, c'est jamais assez, évidemment, mais le gouvernement a quand même joué le jeu. Le click and collect, par exemple, a été pris en compte à une certaine hauteur. Il ne rentrera pas dans le chiffre d'affaires que l'on demande pour les aides, c'est important. Tout a été quand même mis en place pour que les commerçants soient encadrés, aidés et soutenus. Après, on attire, nous, à l'UPE 13, l'attention de l'État sur le fait qu'il y aura du cas par cas qu'il faudra gérer au quotidien, un dossier après un autre dossier, et tout le monde a son histoire qui ne se ressemble pas, et c'est important que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Oui, et c'est une étape importante qui se joue demain. Une question sur les soldes, Marie Bagnoli. On est à un mois à peu près des soldes d'été. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on les maintienne, à ce qu'on les avance, on les recule? Je crois que les grands groupes, eux, sont plutôt favorables au maintien, ce qui n'est pas forcément le cas des fédérations de commerçants. Est-ce que vous avez une position là-dessus? Alors les soldes, on en a beaucoup parlé l'année dernière déjà, et les soldes qui sont prévus pour le 23 juin avaient été reculés l'année dernière au 15 juillet. Finalement, on le rappelle, les soldes pour les commerçants indépendants et les plus petits commerces, c'est vraiment le moment où les commerçants se défendent leurs marchandises, mais les soldes viennent réellement grignoter la marge des commerces. Et donc, quand on voit que les commerces ont été fermés au début des nouvelles collections, que finalement ils vont ouvrir demain et que les commerçants ne vont avoir que 4 semaines pour écouler les nouvelles collections avant de démarrer
démarrer sur les soldes. C'est vrai que la question se pose. Le format de 2020 a été une réussite. Les soldes ont commencé au 15 juillet. Finalement, les gens qui voulaient consommer avant de partir en vacances ont consommé dans la deuxième quinzaine de juillet. Et ça n'a pas été décrié, ça a été plutôt une réussite. Et il y a les grands groupes, c'est sûr, mais il y a aussi tout le reste du commerce qui fait qu'on ne peut pas faire son chiffre d'affaires plein sur 4 semaines simplement de vente de nouvelles collections. Et donc, il serait bon que les soldes de cette année encore soient repoussés à calendrier Covid. Il faudrait des soldes Covid. Donc aux alentours de la mi-juillet comme l'an passé. Dernière question, Marie Bagnoli, elle concerne le dimanche. Ça aussi c'est un argument développé par le gouvernement. Tout faire pour que vous puissiez ouvrir le dimanche. C'est une bonne idée ou ça reste encore compliqué dans les faits ? Alors, l'ouverture du dimanche, on a beaucoup milité, nous, à l'UPE 13 là-dessus. Les zones touristiques, l'ouverture du dimanche, c'est très bien, mais elle doit être véritablement encadrée. C'est-à-dire qu'on doit fournir à un centre-ville ou un noyau villageois de la sécurité, de la police municipale pour le dimanche. C'est très, très important. Les commerçants ne peuvent ouvrir dans un territoire que s'il est propre, sécurisé. Et donc, évidemment que c'est bien de pouvoir ouvrir le dimanche parce qu'après des périodes compliquées comme on vient de les vivre pendant un an, eh bien, tous les commerçants qui ont envie de travailler le dimanche, en fait, doivent être autorisés à ouvrir le dimanche. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'ouvrir le dimanche qui a été fermé pendant de longs mois. Mais en revanche, il faut alerter l'État et nos territoires et nos mairies pour que le cadre autour de cette ouverture du dimanche soit fait. Et ça passe par la sécurité, la propreté, voilà, tout ce qui peut être en place, qui est mis en place en fait dans la semaine, mais qui peut être un peu plus mis sur pause le dimanche. Merci beaucoup Marie Bagnoli d'avoir accepté notre invitation depuis nos studios de la Provence, vice-présidente de l'UPE 13, également commerçante. Merci également à Anthony Forgnon qui était avec vous. Bonne soirée à vous. Tout de suite, la deuxième partie de ce grand direct. Voilà, deuxième partie qui débute sur les antennes d'Azur TV après l'actualité. Donc dans cette première demi-heure, une deuxième demi-heure donc que nous démarrons avec dans quelques instants cette petite découverte, le café ambulant de Toulon. C'est un couple qui a été licencié du secteur de la restauration. Action-réaction, ils ont fondé ce café ambulant qui se balade dans les rues de la capitale varoise. Également au sommaire de cette deuxième partie, cette application pour draguer au volant. Alors attention, on n'utilise pas le smartphone en conduisant. Mais ce principe vous sera expliqué par Stéphanie Mossman. C'est une application qui vous permet de retrouver une personne sur laquelle vous avez flashé sur la route. Et puis, deux invités pour terminer ce grand direct. On ne pouvait pas ne pas évoquer la réouverture des lieux culturels. Levée de rideau pour les musées et les théâtres. La secrétaire générale du Théâtre National de Nice sera avec nous en plateau. Et la Perrier. Nous serons également en duplex avec Nora Ferreira depuis Saint-Raphaël qui dirige le musée Louis de Funès. Musée qui va rouvrir évidemment ses portes comme tous les autres demain. Mais pour débuter, donc une découverte. Nous prenons la direction de Toulon, des rues toulonnaises pour prendre un café ambulant avec ce couple qui a décidé de tenter l'aventure. La crise de la Covid-19 les a incités et même forcés à se lancer. C'est un reportage de Marion Colangelo. Bonjour. On va prendre un expresso s'il vous plaît et deux cookies. Ça marche. Envie d'un café, d'un thé ou d'une douceur à emporter directement sur le marché du cours Lafayette à Toulon. C'est possible grâce à ce petit triporteur installé rue Paul Landrin depuis un peu plus d'une semaine. Un concept de café itinérant que ce couple de Toulonnais a imaginé après avoir été licencié de la restauration à cause de la crise sanitaire. Ma femme était assez déçue, elle est rentrée à la maison, elle me dit qu'on va être licencié économique. Je lui dis donc on va vendre des cafés dans la rue, elle a rigolé. Et après on s'y est intéressé, on s'est penché sur le sujet, on a regardé les triporteurs et on a dit on balance tout et on met tout là-dedans. Et on est parti sur ça et voilà, faut avouer que ça change un petit peu, les gens sont curieux, avec le petit côté écologique qui va bien pour la période, donc voilà. Présent sur le marché du centre-ville tous les matins sauf le lundi et le mercredi et dans les quartiers de la Rode et des Lys les autres jours et les après-midi,
Audrey et David ont souhaité répondre à une véritable demande sans empiéter sur le travail des autres. Je pense qu'on a un service à amener aux usagers toulonnais dans des quartiers où il n'y a rien, voire même des administrations où on pourrait proposer la pause cigarette autour du triporteur en actant de rendez-vous. C'est pour ça que oui, voilà, l'idée c'est vraiment de déambuler mais sans gêner les commerçants sédentaires. Le petit plus, un concept 100% écologique et autonome et des produits locaux et de qualité. Notre ADN, et ça c'est vraiment ce qu'on a désiré, c'est travailler avec les locaux. Donc pour le café, on a la chance de collaborer avec les cafés Maurice, torréfacteurs depuis 1875 si je ne m'abuse à Toulon. Pour les gourmandises, on travaille avec le petit biscuitier. Le thé, on est sur un thé bio. Je lance un petit appel, j'en profite. On aimerait également travailler avec un partenaire local. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore trouvé. Une démarche qui se veut vertueuse et qui tend à se développer très prochainement. Salut, à après-demain. Voilà, donc pas besoin de se poser en terrasse forcément demain si vous croisez ce café ambulant. On est toujours dans les plaisirs de la bouche, mais cette fois-ci, on va découvrir le portrait de Lucien. Lucien qui est étudiant sommelier en apprentissage au lycée hôtelier de Marseille et il fait partie des finalistes du concours du meilleur élève sommelier de France. L'épreuve finale aura lieu vendredi et c'est Yentel Criado qu'il a rencontré avec modération, bien sûr. Avant aération, le nez s'ouvre sur des notes fruitées, légèrement mielées. On est sur un vin qui est gourmand, frais, équilibré, avec de beaux amers en finale, sur une persistance aromatique de psychodalie. Derniers instants de préparation avant le grand jour. Lucien disputera dans quelques jours la finale du concours du meilleur élève sommelier de France en vin et spiritueux. Élève au lycée hôtelier de Marseille, s'est entouré de son enseignante qu'il s'entraîne et répète pour cette épreuve. Dans une épreuve de une demi-heure, à argumenter sur un menu qu'on aura dégusté la veille, à faire une dégustation d'un vin rouge et d'un vin blanc, le décantage d'un vin rouge et la reconnaissance de 2 eaux de vie, plus quelques questions en anglais. Peut-être du Riesling pour ces notes d'agrumes et cette minéralité que j'ai pu sentir au nez. Sur la reconnaissance du produit, c'est un sans faute aujourd'hui pour le candidat, mais ce n'est pas le seul critère sur lequel il sera évalué. Le comportement et la prestance du candidat. Donc la facilité à s'exprimer, à se tenir, le vocabulaire utilisé, raconter une histoire, faire vivre des sensations, des émotions et happer, je dirais, son public et ses clients. Bien connaître le produit, savoir le vendre et proposer des mets pour accompagner ce vin. Il faut une viande assez puissante pour pouvoir tenir sur les notes cuirées du vin. C'est bien parce que tu as mis en évidence aussi des notions de produits, des origines particulières. Et ça, même tu peux pousser sur ta pintade, tu peux pousser aussi, parce que ça montre une culture professionnelle plus ample. À 21 ans, Lucien n'en est pas à son premier concours, une façon de se challenger, mais aussi et surtout l'occasion de partager sa passion et rencontrer des professionnels du secteur. De se remettre en question, c'est l'intérêt des concours, de voir le niveau qu'on a aussi par rapport aux autres, où est-ce qu'on se situe. Donc c'est ça le vrai intérêt des concours, mais c'est surtout des rencontres avec des vignerons et les autres candidats aussi qui viennent de la France entière. Début des épreuves vendredi, une finale qui se déroulera à Tain-l'Hermitage. Lucien sera en compétition avec 5 autres candidats retenus parmi 40 élèves sélectionnés dans toute la France. Une petite information sportive qui vient de tomber. Marie Wattel est championne d'Europe du 100 mètres papillon. C'est une petite surprise. La nageuse du Cercle des nageurs de Marseille, elle n'était pas attendue à ce niveau-là, mais la voici donc championne d'Europe. Elle a remporté le titre à Budapest en Hongrie. Elle est arrivée à égalité au centième près avec la Grecque Anna Ntoutounaki, 57 secondes et 37 centièmes. C'est le premier titre individuel donc pour cette nageuse de 23 ans qui évolue donc dans la cité phocéenne.
retour à ce JT, cours normal, direction le Creux de Cagnes maintenant, les Hauts de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, à la rencontre de cette jeune artisane qui fabrique des sandales 100% réparables et bien sûr écologiques. Reportage signé Marie Justo. À seulement 22 ans, Constance s'est lancée dans la fabrication de sandales éco-responsables. Cette jeune artisane installée à Cagnes-sur-Mer crée des chaussures 100% françaises et réparables à l'infini. C'est des sandales qui sont conçues pour être réparables, pas comme la majorité des chaussures qui sont, disons, issues de la fast fashion et donc du coup presque fabriquées pour être jetées ensuite. Elle, vraiment, la production, mes connaissances en cordonnerie font que j'ai conçu une sandale qui est plus facilement réparable. Chaque partie de la sandale est donc remplaçable. Pour cela, le suivi assuré par Constance est très rigoureux. Après des études de maroquinerie et de cordonnerie, cette jeune passionnée a choisi le chemin de la nouveauté et aimerait d'ailleurs créer un label cordonnerie. Quand tu fais la finition au banc, il y a le petit bout de cuir ici qui relève. Et en fait, on vient le casser pour faire un angle. Et justement pour éviter, pour avoir une finition vraiment propre. Le projet, ce serait de créer un label de cordonnerie qui permet en fait d'avoir toujours la même qualité et les mêmes exigences en termes de réparation. Et qui permet aussi de leur côté de réutiliser des cols éco-responsables comme j'utilise dans la fabrication. Ce qui permet de toujours réparer, toujours pouvoir recycler les pièces après plusieurs réparations. Seulement en précommande via une campagne de financement participatif, les sandales sont fabriquées au compte-gouttes pour éviter le gaspillage. Ce qui permet donc de ne pas fabriquer à outrance sans savoir si elles vont être vendues ou pas, fabriquer trop d'une pointure et voilà. Ça permet d'optimiser au mieux les ventes pour pas avoir du stock en surplus. Une marque 2.0 aux allures d'antan, chaque sandale est cousue avec cette machine de 93 ans d'âge. Un savoir-faire à l'ancienne remis au goût du jour avec ces sandales Yerana, idéales pour l'été qui arrive. Et pour l'été, si vous êtes célibataire, vous aurez peut-être envie de draguer personnes croisées au volant, et bien sachez que c'est possible de draguer au volant, alors pas en conduisant, mais au volant grâce à une application développée dans les Alpes-Maritimes. Vous flashez sur une personne et sa plaque d'immatriculation peut vous aider à la retrouver. Explication et reportage de Stéphanie Mossman. Confinement, gestes barrières, social distancing, la Covid-19 a eu des effets secondaires sur la vie amoureuse et sexuelle des Français. Mais l'isolement a donné un véritable coup d'accélérateur aux affaires du cœur et de plaisir intime, notamment pour Karimat, une application de rencontre par plaque d'immatriculation. Lorsque vous croisez un joli garçon ou une jolie fille dans une voiture et vous ne savez pas comment l'aborder, vous rentrez son numéro de plaque d'immatriculation sur l'application et si la personne est déjà inscrite, vous avez la possibilité de le contacter. Si la personne n'est pas encore inscrite, vous pouvez lui laisser un message et lorsqu'il s'inscrira ou lorsqu'elle s'inscrira, il pourra regarder ce message. C'est quelque chose qui me manquait, la rencontre potentielle entre deux personnes en voiture. Je pense que oui, parce que pour une petite histoire personnelle, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette application. Je me suis retrouvé dans les bouchons à Nice en fin de journée après une réunion. Je croise une jolie fille blonde à ma droite et je ne savais pas comment l'aborder. Et je me suis dit, je vais prendre sa plaque d'immatriculation et puis je vais essayer de chercher sur Internet ce que je peux trouver comme outil pour essayer de la retrouver parce que j'étais timide, j'avais pas envie de lui jeter une de mes cartes de visite ou lui créer mon numéro de téléphone à la fenêtre. Pas facile d'avoir 20 ans en 2021, encore moins quand on cherche l'amour. Pourtant, les applications et sites de rencontres enregistreraient de plus en plus d'inscrits. Je pense que ça a beaucoup aidé dans le sens où les gens faisaient de moins en moins de rencontres, ne faisaient plus le train-train quotidien qu'ils ont l'habitude de faire pour faire des rencontres. Et c'est vrai que ça peut être une opportunité dans le sens où, le fait d'avoir juste un coup d'œil et pour faire des rencontres, c'est sympa. Après, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont ralenti leur déplacement, notamment en voiture, du fait de rester chez eux, de moins se déplacer pour aller au travail, moins de bouchons, etc. On l'a d'ailleurs vu. Donc oui et non, je pense que ça a quand même pas mal aidé, c'est sûr. Désormais, le Tinder de la route compte quelques 50 000 utilisateurs. L'application génère même assez de revenus pour s'autofinancer grâce notamment à un système de crédit. À noter qu'il existe aussi un système premium pour les plus assidus de la rencontre sur les routes. On a 80% de l'application qui est totalement gratuite, donc les personnes peuvent utiliser l'application de A à Z sans dépenser un seul euro.
Et nous, on utilise le système du freemium. Donc ça veut dire que 80% de l'application est gratuite, mais 20% de l'application est payante. Si vous en voulez plus, il va falloir payer. De plus, vous pouvez regarder des publicités gratuites qui coûtent rien pour l'utilisateur, mais qui nous rémunèrent en tant qu'application. L'industrie du cœur représente un marché au centre de toutes les stratégies. Exit la rencontre classique. L'amour vous attend peut-être au tournant. Exactement, l'amour nous attend peut-être au tournant. L'amour nous attend aussi dans les lieux culturels. Ça va être le thème de ce dernier quart d'heure que nous allons passer ensemble juste après ça. Deux invités et un reportage pour terminer ce soir. Mais avant cela, le rappel des titres de l'actualité. L'euphorie dans les musées, dans les théâtres, on va en parler, mais aussi dans les restaurants. Vous avez entendu ces professionnels marseillais qui ont des fourmis dans les jambes, qui trépignent. Les terrasses qui ouvraient aux réservations sont pleines. C'est demain le grand jour. Grand jour aussi pour les commerces. Nous étions avec Marie Bagnoli en plateau, vice-présidente de l'UPE. Là aussi, beaucoup de monde attendu demain. Information importante, l'UPE 13 qui ne souhaite pas que les soldes aient lieu dans un mois, mais plutôt dans 2 ou 3 mois. De même qu'une pérennisation de l'ouverture le dimanche, à condition que les villes soient sécurisées. Et puis, les autotests dans les lycées, ça y est, c'est parti. Plusieurs dizaines de milliers de tests distribués dans l'académie de Nice, c'est-à-dire dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Des autotests qui sont proposés une fois par semaine aux lycéens de plus de 15 ans. Voilà pour les titres que nous développions en première partie de ce grand direct. Bonsoir Ella Perrier, merci d'être là. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes secrétaire générale du Théâtre National de Nice. On a souvent affaire à votre directrice Muriel Mayette-Holz qui est très occupée parce que demain, c'est le grand jour pour elle, pour sa troupe, pour vous, pour toutes les équipes du théâtre. On va rejoindre dans quelques minutes Nora Ferreira qui dirige le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Elle est là, vous la voyez. Bonsoir à vous, merci d'être là. Là aussi, c'est un jour de réouverture. On va évoquer les protocoles. Et puis un reportage. Nous avons suivi le maire de Marseille au Muséum d'histoire naturelle de la cité phocéenne, puisque des protocoles là aussi vont être mis en place et nous l'avons suivi dans sa visite. Et là on va commencer avec vous. Demain, jour de première finalement, ça n'a jamais aussi bien porté son nom qu'après combien de temps de fermeture pour le TNN ? Eh bien 8 mois. 8 mois de fermeture pour le Théâtre National de Nice. Effectivement, ça commence à faire. J'imagine que les acteurs sont, acteurs et actrices, stressés, mais c'est du bon trac. Oui, ils sont impatients. On n'a pas pu dérouler notre saison. On a commencé au mois d'octobre. On a eu 2 spectacles et puis voilà, l'enchaînement comme tous les autres lieux. On est très heureux, très impatients. Le public nous attend. Et surtout, on est heureux qu'on puisse réouvrir avec le dernier spectacle de l'année. Alors, on va développer ensuite, on a rajouté une bonne quinzaine de spectacles à la suite, mais on ouvre avec le dernier spectacle qui devait avoir lieu, qui est la création de Muriel Mayette-Holz. Et qui s'appelle L'Arsène Magie. Non, Feuilleton Goldoni. Oui, Feuilleton Goldoni, c'est jeudi. Voilà. Et demain, demain, on ouvre avec un mentaliste assez génialissime, qui sera dans notre petite salle, donc très proche du public, avec bien évidemment des protocoles stricts respectés. Et puis jeudi, la création de notre directrice avec la troupe du théâtre. Voilà, c'est ça, parce que donc j'ai les dates et les heures. Donc c'est 19h30 demain pour le mentalisme et jeudi à 19h donc dans la grande salle, la salle Pierre Brasseur, pour le feuilleton Goldoni, Les Amours de Zélinda et Lindoro. Un mot sur cette création qui est donc le fruit du travail de Muriel Mayette et de ses équipes. Dans quel état d'esprit est-elle ? Parce que on l'a eu beaucoup pendant le confinement. Impatiente, elle avait envie de retrouver le public, et elle s'est démenée aussi pour faire ça en ligne, pour accueillir des scolaires. Mais là, ça y est, on va être de nouveau au contact du public. Oui, elle est très impatiente comme toute l'équipe, comme la plupart des artistes et des directeurs de théâtre qui ont envie de partager ce qu'ils ont construit pour le public. On est là pour le public. Alors les répétitions, ça nourrit bien évidemment, ça nourrit artistiquement, mais là, ils ont vraiment hâte. Parce que nous, les équipes, on est là avec eux, mais le but ultime, c'est quand même le public. Donc on est vraiment ravis de les retrouver en salle. On a tout
aménagé pour cela. Et on est vraiment très content de leur faire partager ce travail qui a été c'est un travail de création. Notre théâtre est un théâtre de création, donc ça tombe aussi bien avec un accueil un peu particulier dans la petite salle, un mentaliste seul en scène, et puis une grande création avec 12 comédiens au plateau, les décors, les costumes, tout a été créé à Nice et ce sera la première. Et nous aurons à la rentrée une grande tournée qui débutera sur Paris. Vous nous expliquerez aussi un peu ce qu'on va retrouver tout l'été, parce que ça a dû perturber quand même la programmation, mais il y a de beaux événements dans toute la ville de Nice d'ailleurs. On prend la direction de Saint-Raphaël maintenant, où nous attend donc Nora Ferreira qui dirige le musée Louis de Funès, qui est un musée qui est tout neuf et qui est tout jeune, je voulais dire, et qui rencontre beaucoup de succès. Comment avez-vous occupé, vous, ces mois de fermeture et comment appréhendez-vous la réouverture demain? Parce qu'il risque d'y avoir un peu de monde aussi chez vous. Oui, bonsoir. Je suis enthousiaste et confiante pour cette réouverture de demain. Effectivement, nous avons été fermés depuis plusieurs mois et on est en manque de théâtre, on est en manque de cinéma, on est en manque de musée. C'est comme si on nous avait retiré un poumon et demain, on va enfin respirer. Qu'avez-vous prévu côté protocole? Alors, l'avantage d'un musée, c'est qu'on peut facilement créer un sens de visite, contrôler la jauge et distribuer à l'entrée tout ce qu'il faut. Oui, on assure la sécurité du public et du personnel, ça c'est très important, c'est une des conditions pour la réouverture des musées. Donc nous avons une jauge de 55 personnes maximum dans le musée, donc c'est quand même sympa pour visiter tranquillement en attendant que cette jauge de 8 mètres carrés passe à 4 et puis fin juin on retrouve un taux normal. Et puis c'est donc les gestes barrières bien évidemment, c'est le marquage au sol pour les distanciations, tout est là pour ouvrir sereinement le musée. Alors avant de parler des programmations et de ce qu'on retrouve au musée, parce que pas tout le monde n'a encore eu la chance de visiter le musée de Saint-Raphaël, une question d'abord à Ella et je vous poserai la même ensuite Nora. La culture nous a manqué bien sûr, mais elle nous a vraiment manqué quoi en fait. Psychologiquement c'était compliqué. Là on va retrouver un semblant de vie, de nourriture intellectuelle qu'on a eu un peu de mal à conserver malgré tous les efforts que vous avez déployés. Oui, malgré tous les efforts, parce que, et nous plus particulièrement au théâtre, on est un art vivant et on a vraiment besoin de cette interaction avec le public. Alors oui, notre directrice a fait le choix de faire des choses dédiées vraiment sur les réseaux, en film, mais elle n'a pas souhaité capter des spectacles et perdre cette magie de la salle. Donc on a quand même été très présents et on a développé d'autres formules, des capsules, du chant, du théâtre, un dictionnaire des grands personnages du théâtre classique et contemporain, mais la scène manque et aux comédiens et au public. C'est important ce rapport-là de la salle et de s'asseoir à côté d'autres gens. Là, les protocoles vont faire qu'on se connaîtra quand on s'assiera à côté, puisqu'on va quand même avoir 2 sièges de distance. Voilà, tout va être réglé pour ça. Mais s'asseoir dans une salle... C'est 2 sièges entre chaque groupe, hein, oui, c'est ça. Oui. On peut y aller en famille, mais on a 6 personnes, mais 2 sièges de distance et 8 mètres carrés. Donc on aura aussi un protocole derrière soi. Il n'y aura pas de gens, on va faire en quinconce. De toute façon, j'imagine que vous êtes plein déjà. Oui. Mais il reste encore quelques petites places parce qu'on fait une intégrale et comme ce sont des épisodes, les gens se sont bien répartis, on est très contents. Ça va bien se passer, je le sens, ce retour à la vie culturelle. De votre côté, Nora, vous employez un terme fort, on vous a enlevé un poumon durant ces mois. On va vous regreffer alors ce poumon demain. Je pense que ce poumon, c'est valable pour tout le monde. Alors, oui, effectivement, on rouvre demain, ça c'est une excellente nouvelle. Et puis, on est je vais vous dire, hein, le musée était fermé pendant plusieurs mois et c'est un musée... du cinéma aussi. Et donc, le musée est vivant. Il est vivant par l'acteur pour lequel on rend hommage, Louis de Funès. Et puis aussi, parce que c'est un musée du cinéma, donc nous avons des écrans avec des extraits de films, avec des extraits de l'INA, avec des téléphones où Louis de Funès s'adresse à chaque visiteur. Vous avez aussi les musiques de films et les danses de Louis de Funès. Donc, je vous dis, quand on est un tout depuis plusieurs mois, je peux vous dire que là, le fait de tout rallumer aujourd'hui pour se préparer pour demain, effectivement, c'est un musée vivant.
Oui, c'est ça, et c'est une expérience qui est difficilement vivable en ligne. Elle l'est, mais vous l'avez dit, il y a une partie physique aussi à vivre dans le musée. Vous restez avec nous, toutes les deux. On va partir à Marseille, parce que là aussi, les musées vont rouvrir, et le maire de Marseille, Benoît Payan, voulait saluer les efforts faits au Muséum d'histoire naturelle, qui va s'adapter, protocole, sens de circulation, pour découvrir les collections. Valentin Rodriguez. J-1 avant le grand jour de la réouverture pour le Muséum d'histoire naturelle. Le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est réjoui de cette première étape de retour à la vie normale. L'élu en a profité pour rappeler la gratuité des établissements culturels jusqu'à la fin de l'année. Ils sont gratuits pendant un moment et puis on va, avec Jean-Marc Coppola, regarder la possibilité d'étendre la gratuité sur les mois et les années qui viennent. En attendant, ils ont été gratuits dès l'été dernier. Ils sont encore gratuits et maintenant il appartient aux Marseillaises et aux Marseillais de les investir. Comme tous les lieux culturels, le Muséum d'histoire naturelle a dû préparer un protocole sanitaire bien strict. Dans un premier temps et jusqu'au 3 juin, les espaces sont limités en simultané à 60 personnes sur ce niveau-là. Et puis à partir du 3 juin, nous repartirons sur la jauge précédente qui était de 140 personnes. Et à partir de début juillet, si tout va bien, nous n'aurons plus de limite. Donc il va falloir tourner, il y aura une jauge à l'entrée. On comptera. Avec un sens de circulation. Avec un sens de circulation, oui, tout à fait, qui est déjà matérialisé au sol. Nous gardons le sens de visite que nous avions eu en septembre quand nous avons réouvert quelques semaines. 6 personnes au quotidien seront présentes au musée pour faire respecter les gestes barrières. La direction de l'établissement s'attend à de nombreux visiteurs. Je pense qu'il y a une attente puisque quand nous avons réouvert en septembre, nous avons eu en 5 semaines uniquement d'ouverture plus de 5000 visiteurs. Donc il y avait beaucoup de monde. Les gens sont en attente de retrouver, comme monsieur le maire l'a dit, un mode de vie un peu plus normal. Et les musées en font partie, surtout celui-ci qui est vraiment très familial. Et donc nous attendons beaucoup de visiteurs, je pense. Le Muséum d'histoire naturelle fait partie des 6 musées à ouvrir leurs portes à Marseille, dès ce mercredi. On était en train de discuter, on va rien vous cacher, parce qu'il va y avoir du monde au Muséum d'histoire naturelle et on prédisait que ça allait être des mois avec un très bon cru si la situation sanitaire le permet, parce qu'il y a eu trop de frustration en fait, et la Perrier. Vraiment. Et notre équipe de billetterie et de relations publiques et d'arrache-pied au téléphone tous les jours avec notre public est vraiment mais une attente hallucinante, puisque hier on a réouvert notre kiosque, on a une billetterie dans la coulée verte et on a réouvert pour faire 2 points de billetterie, téléphone et sur place, et à 14h il y avait 25 personnes devant alors qu'on a les gens tout le temps au téléphone, voilà, donc il y a de l'engouement, on est ravis. Et on suivra ça demain évidemment sur les antennes d'Azur TV, émission spéciale, 1 heure demain consacrée à cette réouverture. On essaiera d'être partout, on ne pourra pas être partout, mais on essaiera d'être dans le maximum de points possibles pour vivre ensemble cette reprise. On est toujours avec Nora Ferreira qui dirige le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Le musée, si j'ose dire, ouvre à la meilleure période parce qu'on arrive à l'été, il y a un gros week-end de 3 jours qui se profile. Alors, bon, là on est limité au niveau jauge, mais dans quelques semaines, vous allez accueillir, j'imagine, beaucoup de monde. Vous êtes prête à ça, Nora ? Oui, tout à fait. Et puis, je peux vous dire d'ores et déjà que je constate une hausse des demandes de réservation par téléphone depuis quelques jours. Donc, je pense que dès demain matin, nous aurons du monde au musée. Et effectivement, ça va s'accentuer de semaine en semaine, puisque nous proposons le 26 juin une exposition temporaire dédiée au film Le Corneau. Et nous aurons la chance d'avoir la voiture du film démantibulée, la 2 chevaux, qui est actuellement à la Cinémathèque à Paris. Oui, donc là aussi des petits événements ponctuels pour enrichir la collection et la programmation. On parlait de la programmation et là on va terminer avec ça. Qu'est-ce qui attend les Niçois cet été ? On était hier, grâce à Marie Giusto, dans les jardins de la Villa Masséna. 400 événements, le Nice Jazz Festival qui revient, mon été à Nice, et le théâtre, évidemment, qui est au diapason. Oui, alors nous on a reporté 15 spectacles
spectacles qui devaient se faire sur la saison, des spectacles assez emblématiques. Muriel, comme elle n'a pas pu dérouler sa saison, on a fait des choix de troupes qui pouvaient venir. Donc on va avoir Jacques Weber, on va avoir les Baleines Monte-Carlo, on va avoir Simon Abkarian avec son Electre. On a voilà, on a en fait 16 spectacles du 19 mai au 17 juillet. Et pour la seconde édition, on réitère les contes d'apéro tous les soirs à 19h. Donc en première partie de soirée dans les jardins, on aura 1 heure de propositions théâtrales, danse, musique, gratuite pour tout public. Et puis en deuxième partie de soirée, 20h30, 21h, les spectacles en salle pour une quinzaine à voir. Et puis, on va continuer jusqu'au 15 août. Et au 15 août, on aura un spectacle au château que met en scène aussi Muriel Mayet-Holtz. Voilà, et ça démarre donc demain, 19h ou 19h30 ? J'ai déjà oublié le... C'est 19h30, oui. L'Arsène Magie dans notre 19h30, salle. En fait, j'avais un doute, mais le couvre-feu est repoussé à 21h. Donc, ça rentre dans l'agenda. Voilà, donc l'Arsène Magie, 19h30 dans la salle Michel Simon. Et puis, le retour de la troupe de Muriel Mayet-Holtz, donc à 19h dans la salle Pierre Brasseur avec le feuilleton Goldoni. Oui. Et la billetterie, évidemment disponible sur le site du TNN. Billetterie disponible également sur le site du musée Louis de Funès qui rouvre ses portes demain avec donc une exposition dans quelques temps consacrée au Cornio, mais toutes ces pièces et cette expérience interactive à vivre. Merci beaucoup Nora Ferreira. Vous dirigez donc ce musée à Saint-Raphaël. Merci à Claudia Olivier qui vous accompagnait pour assurer le duplex. Merci à vous. Et là, secrétaire générale du Théâtre National de Nice. Je vous souhaite à toutes les deux une très belle saison, qu'elle soit la plus légère possible, sans contraintes sanitaires. Et puis on sera là demain, nous, sur les antennes d'Azur TV pour suivre cette grande journée de réouverture. Merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Mickaël Fernandez, Vinciane Jalis, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. À demain.